Quand on parle d'équité, très vite le livre La théorie de la justice du philosophe américain John Rawls, qui a été publié en 1971, ce livre apparaît comme une référence. Pour lui, et si on prend l'équité comme guide des actions publiques, il y a deux principes essentiels. Le premier, c'est le principe de différence. Il faut accepter les différences. Principe de différence qui incite les politiques publiques à garantir le plus possible à ceux qui en ont le moins. Et l'autre principe, c'est le principe de réparation, qui oriente en fait des politiques publiques vers des actions de discrimination positive. Donc très clairement, il me semble que l'on voit bien que l'équité, c'est pas l'égalité. Un rapport d'information du Sénat, qui date d'il y a à peu près 3 ans, explique et pose la question de l'équité dans, on va dire, à l'horizon français, mais pas uniquement, à l'horizon européen aussi. Ce rapport dit: le principe d'égalité est un des fondements constitutifs de la République française. Le constat des inégalités territoriales, du point de vue des revenus, des activités, des équipements, du développement, incite à aller au-delà du seul principe d'égalité. Il légitime des revendications d'équité territoriale, supposant de faire plus pour les territoires qui en ont le moins. On voit bien que le propos de John Rawls n'est pas loin. L'évaluation de ces inégalités, l'appréciation des systèmes de péréquation qui sont nécessaires, sont toujours un peu délicates. Elles ne sont d'ailleurs jamais à une seule échelle, elles sont à la fois régionales, nationales, européennes et locales. En France, le constat des disparités a d'abord porté sur l'opposition Paris-Province, je l'évoquerai rapidement tout à l'heure, qui inspira en fait la politique de décentralisation industrielle au cours des années 60-70. Puis, en fait, les besoins de conversion s'imposèrent. Je pense qu'on est dans un secteur qui, justement, illustre ces enjeux de la conversion. Les enjeux d'équité territoriale se sont reportés depuis une dizaine d'années sur la gestion et l'aménagement des territoires locaux. Vous le savez sans doute mieux que d'autres. À la fois les agglomérations et les pays, pas au sens de la nation, mais au sens des entités culturelles et géographiques. Si l'expression équité territoriale ne figure pas dans les textes fondateurs de l'Union européenne, il s'agit néanmoins d'un principe auquel se réfèrent implicitement de nombreuses politiques communautaires, notamment la politique régionale en Europe. Ce principe d'équité territoriale dans l'Union inclut les idées de parité de traitement et d'accessibilité, de solidarité entre les ensembles territoriaux, avec ce que cela implique évidemment en termes d'action publique. L'équité territoriale renvoie fondamentalement à la notion de justice sociale. Justice sociale et équité territoriale sont deux idées, en fait, sont deux principes, deux moteurs presque pour l'aménagement, qui ont ensemble un pouvoir de clarté. C'est-à-dire que l'un et l'autre permettent de comprendre les situations qui sont celles d'injustice sociale. L'équité territoriale désigne une configuration qui assurerait à tous les mêmes conditions d'accès aux services publics, à l'emploi et aux divers avantages de la vie en société. Le territoire, on le sait, est l'expression du fait et l'expression spatiale du fait social. Son organisation crée des effets de lieu qui pourraient soit consolider, soit aggraver ou amoindrir des injustices sociales. Bon, pour ma part, en tant qu'architecte urbaniste, je ne suis ni économiste ni historien, donc je ne vous ferai pas l'histoire des enjeux d'équité tels que la France les a portés notamment. Je connais moins la politique belge, donc excusez-moi, mais je ne sais pas s'il y a eu une DATAR en Belgique. Et je n'aborderai pas non plus, on va dire, la question proprement financière des rééquilibrages qui sont nécessaires avec cet enjeu d'équité. Je vais m'en tenir en fait à l'approche spatiale de la question d'équité territoriale et
Équité territoriale qui, d'après un spécialiste de l'économie régionale, qui est plutôt un homme du Sud, un Marseillais, Philippe Langevin, est une utopie révolutionnaire. Elle est utopie révolutionnaire parce qu'elle renvoie à des valeurs, davantage qu'à des zonages, et des valeurs qui traduisent la solidarité entre les territoires, l'égalité des chances dans le développement et l'attention portée aux habitants et aux territoires les plus démunis. Bon, on sait tous, puisque on le pratique d'une certaine manière, le mot territoire est une sorte de mot valise. Mais ce mot valise, dans ce mot valise, finalement, l'équité territoriale définit une philosophie économique qui renvoie à l'éternelle question du partage des richesses. Et les mesures de redistribution territoriale s'apprécient toujours en termes de partage local. Après, bien sûr, si on veut, on peut les estimer suffisantes ou insuffisantes, mais ça n'est pas l'enjeu, finalement, ici. Surtout, il me semble qu'on ne peut pas nier qu'un territoire, ce sont d'abord des habitants, ce sont des entreprises, ce sont des associations, ce sont des milieux de vie et des histoires vraies, des histoires vécues. Bon, aujourd'hui, il me semble que l'on peut penser que l'équité territoriale n'est plus tout à fait une question utopique. Parce que finalement, l'histoire que l'on vit, va dans ce sens. En 1987, en introduction du rapport Brundtland, voilà Madame Brundtland avec la couverture de son rapport, Gro Harlem Brundtland écrivait, après la phrase si célèbre, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, elle ajoutait, ce qui me semble être plus important que le début, deux concepts sont inhérents à cette notion, le concept de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d'apporter la plus grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de nos organisations sociales impose à la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Si on accepte de s'engager dans le développement durable, la question de démunis est centrale, elle n'est pas juste périphérique. Jusqu'en 2007, j'avais l'habitude de commencer mes conférences par le rappel des conditions planétaires. Et puis j'ai arrêté de le faire, pensant que ça n'était plus nécessaire. Et aujourd'hui, je recommence à le faire parce que ça me semble toujours, et peut-être davantage, nécessaire. En fait, à cette époque-là, je pensais que ce que le philosophe Hans Jonas avait écrit il y a 35 ans, dans le livre qui est une sorte de livre phare de la philosophie allemande, qui s'appelle Le principe de responsabilité, je pensais que c'était finalement accepté et admis par tous. Et grosso modo, que dit-il ? Brusquement, tout ce qui est tout bonnement donné, ce qui est pris comme allant de soi, ce à quoi on ne réfléchit jamais dans le but d'une action, c'est-à-dire qu'il y ait des hommes, qu'il y ait la vie, qu'il y ait un monde fait pour cela, en fait, se trouve placé sous l'éclairage orageux de la menace de l'avenir, de l'agir humain. Je pensais aussi que les propos tenus, non plus il y a 35 ans, mais il y a 21 ans, par un autre philosophe allemand, qui s'appelle Peter Sloterdijk, que ces propos étaient définitivement partagés. Dans ce livre, dans le même bateau, Sloterdijk exposait: pendant que les différentes scènes de la culture travaillent à valoriser la nouvelle instabilité, saluent le chaos et célèbrent l'inconséquence, on assiste depuis quelques années à une discussion d'un type nouveau. Partie des cercles écologistes, elle a été reprise par les milieux de l'économie et elle porte sur la durabilité, sustainability. Et surtout, dit-il,
On commence peu à peu à comprendre que l'actuel way of life et le long terme sont deux choses qui s'excluent totalement l'une l'autre. Sans doute, oui, on le comprend. Je pense que l'on sait très bien que nos enfants ne vivront pas comme nos parents, voire même comme nous. On le comprend, on le sait. La conscience est là. Mais le fait-on vraiment ? Dans les actions, va-t-on jusqu'à ce point ? Nous savons ça. Nous savons, comme le dit Sloterdijk, et notamment aussi parce que, il y a 42 ans, le Club de Rome, auquel j'appartiens au chapitre Europe du Club de Rome, qui se tient à Bruxelles, par le truchement du rapport Meadows, avait très clairement expliqué qu'il ne peut pas y avoir une croissance infinie dans un monde fini. On en a la certitude, mais finalement, dans les actions, que se passe-t-il ? Franchement, il me semble qu'il se passe exactement le symétrique inverse. L'exigence de rupture, l'exigence d'invention, d'innovation est largement absente. Alors qu'il est fortement nécessaire de dépasser la situation actuelle pour sortir ce que Meadows appelait la prison de l'actuel. C'était il y a 42 ans. Mais il me semble que c'est même pire encore que ce que l'on pouvait voir il y a 3-4 ans, me semble-t-il. Aujourd'hui, la crise a vraiment bon dos. Chaque fois qu'il est question de faire des économies sur l'investissement, c'est la question environnementale qui passe à la trappe. Et c'est une bonne manière finalement de se défaire des enjeux environnementaux. Et surtout de se défaire du développement durable, puisque le développement durable met dans le même bateau l'économie, l'environnement et le social. Voilà Meadows. Et voilà ce qui nous pend au nez aujourd'hui, ou que l'on vit en grande partie, qui est le greenwashing. Un bon coup de peinture verte sur la misère environnementale. D'une certaine façon, c'est une sorte d'effet pervers de la conscience. Parce que la conscience est là. Finalement, ce qui nous manque, c'est la capacité d'agir dans le sens de la conscience qui est la nôtre. Et c'est ce qu'évoquait Dominique Voynet. Je travaille encore pour quelque temps, puisque Dominique Voynet ne se présente plus à la mairie de Montreuil. Je travaille pour elle sur le projet agriculturel des murs à pêche. Et au moment d'annoncer qu'elle ne se représentait pas, elle a eu cette phrase qui me semble être très juste. Il y a une aspiration au changement, mais pas une majorité culturelle pour la porter. C'est vrai à Montreuil, c'est vrai ailleurs. Aujourd'hui, les mots du Club de Rome, les mots d'Hans Jonas, ou les mots de Sloterdijk ou de Dominique Voynet, finalement, n'ont pas besoin de me convaincre. Je pense qu'ils n'ont même peut-être pas besoin de vous convaincre. C'est-à-dire, convaincre dans cette histoire n'a pas de sens. La réalité est là. Depuis 1850, année du début des relevés des températures, les 13 années les plus chaudes sont les 13 dernières années que nous venons de vivre, 2000-2013. La 14e est 1998. La cause anthropique du dérèglement climatique est avérée. Tous les pays émettent des gaz à effet de serre, même si l'Europe est certainement une de ces grandes aires géographiques qui fait le plus d'efforts dans la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Elle continue à le faire, beaucoup moins que les États-Unis, qui émettent 6 millions de fois de plus de gaz à effet de serre que les îles Tuvalu. À cause de ce réchauffement global, un jour, les 5 mètres d'épaisseur de la surface de la mer de Chine atteignent la température de 25 degrés. 5 mètres d'épaisseur de la mer de Chine, 25 degrés. Ce qui déclenche un super typhon et les Philippines en sont dévastées. Et
Et le bureau des réfugiés climatiques de l'ONU ajoute une ligne triste à sa longue liste. Et on pourrait en ajouter d'autres. Bon, il reste encore quelques représentants de la pensée cynique qui parfois se complaisent à être cyniques ou pour certains sont payés par les grandes compagnies pétrolières pour l'être. Marseille. En fait, cette image catastrophique ne vient pas d'une contrée lointaine. Ce que l'on voit ici, c'est une décharge. C'est la plus grande décharge à ciel ouvert d'Europe. Entre 100. Elle a été fermée il y a 3 ans. Bonne nouvelle. Il a fallu plus de 10 années de l'Europe pour faire en sorte que cette décharge soit fermée. Ce que vous voyez là, c'est la moitié, voire le tiers d'un train qui venait chaque jour déposer 1100 tonnes d'ordures à ciel ouvert. Plus d'arbres, on va dire plus de terre, un dérèglement d'oiseaux. Finalement, cette photographie témoigne de notre vraie catastrophe à nous tous. La Terre nous donne absolument tout ce dont nous avons besoin pour vivre, l'air, l'eau, les matières, les énergies. On lui prend tout, on lui en demande davantage, on la drogue pour ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on lui rend ? Cette image, je dis clairement, on lui rend des déchets. On lui rend des pollutions, on lui rend pas grand-chose de très positif. Si on veut, par contre, positiver, peut-être qu'on lui rend l'art, peut-être qu'on lui rend la société, notre capacité à être ensemble, peut-être qu'on lui rend l'amour, mais du point de vue de la matière, on lui rend pas grand-chose de positif. C'est dans ce contexte-là qu'on parle d'équité. C'est pas juste pour le plaisir de parler de l'équité et de la justice. Le territoire dont nous avons hérité des modernes est inéquitable et ségrégué. Les théories d'aménagement du territoire prenaient et réalisaient la séparation entre les flux, évidemment, mais aussi mettaient en œuvre le zonage. Ici l'industrie, là le logement, un peu plus loin le commerce, un peu plus loin les établissements publics. En outre, les modernes étaient persuadés que ce qui valait pour l'un valait pour tous. Et ils ont développé, de ce point de vue-là, une approche internationale, mais plus que ça, on va dire abstraite, de l'établissement humain. On peut dire qu'en France, cette idée d'un territoire inéquitable est renforcée par un certain dédain à l'égard du monde rural, qui est sans doute à la fois la conséquence d'un centralisme et d'une faiblesse des régions, mais aussi sans doute une conséquence du discrédit de l'intérêt pour le monde rural, sans doute lié, on va dire, à la nécessité d'éviter quelques relents de pétainisme. Bon, aujourd'hui, le temps a changé, mais tout n'a pas changé. On pense encore que le bon aménagement du territoire, tout au moins en France, consiste en une politique des métropoles reliées entre elles par les grandes infrastructures nationales et internationales. Je sais que je le dis ici, dans un contexte de métropole. Ce que je dis n'est pas une attaque vis-à-vis des métropoles, dont l'intérêt est évident, mais la tentative de mettre simplement en évidence le fait que l'hégémonie d'une certaine pensée du territoire n'est bonne pour personne. En fait, vu de Paris, la messe serait dite à partir de ces métropoles, de ces villes importantes et des infrastructures qui les lient. Au point que tout le reste, finalement, on le déséquipe ou on ne l'équipe pas. Donc on ferme les postes, on ferme les écoles, les gares, les hôpitaux, les tribunaux, etc.
Et après, c'est assez facile de discréditer, puisqu'on peut parler de désert médical, de désert culturel, de désert informatique, puisqu'effectivement, il ne reste plus tout à fait grand-chose. Cette structure polarisée, finalement, on la retrouve à des échelles inférieures dans les métropoles aussi. D'où l'intérêt de se poser, comme vous m'avez proposé de le faire ce soir, de s'intéresser sur la métropole diffuse. Et de se demander si est-ce que c'est la métropole qui se diffuse, au sens de l'étalement urbain, ou est-ce le territoire qui se pollinise de lieux habités? La question me semble être là. Cet intérêt pour les métropoles s'appuie sur en tout cas, on va dire pour la France, aussi sur un mensonge statistique. Alors, mensonge statistique, c'est sans doute un pléonasme, parce que Benjamin Disraeli, que vous voyez ici, qui fut un personnage très important dans l'économie anglaise du XIXe siècle, disait « J'ai déjà croisé le mensonge, mais avec le ministère de l'économie, j'en découvre le stade ultime, la statistique. » Donc du coup, je vais vous proposer une statistique qui sera un mensonge contre un mensonge. On va être clair sur ça. Bon, la statistique dont on nous parle le plus, c'est voilà, le monde est urbanisé à plus de 50%, et des pays développés comme les nôtres, on va dire comme l'Europe, enfin en tout cas comme notre partie, auraient presque dépassé les 70% et s'approcheraient des 80%. Bon, en tout cas, c'est sans doute vrai, mais pas en France. Mais pas en France. Le mensonge statistique en France est lié au fait que l'INSEE dit que pour faire ville, il faut agglomérer 2000 habitants, ou 2005, je ne sais plus, enfin bref, c'est dans ces eaux-là. Je connais des bourgs au beau milieu de la campagne qui font 2500 habitants. Et du coup, je me suis amusé à faire un petit travail, tout simple. J'ai pris les chiffres de l'INSEE et j'ai calculé la population française qui vit dans les villes de 10 000 habitants et moins. Bien sûr, il y a des villes de 10 000 habitants qui sont agglomérées à des métropoles. Mais grosso modo, quand on regarde ça, on voit que 56,7% des Français habitent dans des communes de 10 000 habitants et moins. Et puis, il y a d'autres statistiques, mais que je n'ai pas vérifiées, mais en tout cas que je vous donne comme ça, voilà, qui disent que sur les 36 000 communes françaises, 31 590 ont moins de 2 000 habitants, 25,2%. 4 087 sont entre 2 000 et 10 000, 26,5%. On a déjà dépassé les 50%. On est à 52%. Vous rajoutez la partie des communes de 10 000 habitants que j'ai évoquées, vous voyez que voilà, on est quelque part. Dans des communes qui sont en relation directe avec un territoire rural et une économie rurale, on est plus proche de 60%. Donc, le monde rural existe bel et bien. Et le territoire français, j'ai eu ce type de conversation avec des Hollandais, ça ne marche pas pareil avec des Hollandais, on pourrait l'avoir dans d'autres pays, ça ne marcherait pas pareil, mais en tout cas chez nous, c'est comme ça. Alors là, vous avez les 36 000 communes françaises. Je veux dire que, ayant trouvé la carte des communes les plus importantes en France, j'ai cherché la carte des plus petites communes françaises. Étonnamment, personne ne l'a faite. Donc j'ai trouvé la carte des communes françaises, et vous voyez là où on est, tout en haut, là, il y a beaucoup de communes. Mais c'est plus sombre. C'est juste qu'il y a plus de découpage, donc plus de communes en fait. Et on pourrait réduire le nombre de communes, finalement ça ne changerait pas beaucoup la question du nombre d'habitants au kilomètre carré. Alors, je vous ai mis cette commune belge pour que vous vous repériez, pour que vous sachiez où vous êtes. Vous voyez où on est. Et j'ai fait ça. Je suis allé voir sur le site
de l'Eurométropole. Et là, j'ai été scotché quand même. Regardez les statistiques qui correspondent à la partie française et celles qui correspondent à la Wallonie et à la Flandre. En Wallonie et en Flandre, il y a de l'agriculture. 15%, grosso modo. En France, il n'y en a pas. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas quand même. Du coup, je suis allé voir ici, autour d'une commune que vous connaissez bien, et franchement, en regardant, je me suis dit, mais il n'y a que des champs. Il n'y a que des champs. Pourquoi c'est gommé ? Pourquoi c'est pas regardé ? Pourquoi finalement, nous, on ne veut pas regarder cette partie-là ? À cause de Pétain ? Non, j'y crois pas. C'est parce qu'on regarde le territoire d'une certaine manière, d'une façon idéologique. Ça s'appelle la doxa. C'est une façon de regarder les choses. Il y a quelques temps, à propos pour répondre à un journaliste qui n'avait pas compris ce qu'était la modernité rurale, j'ai retrouvé un texte de Denis Diderot, de ce philosophe des Lumières, rarement imbécile, Diderot. Hein. Et voilà ce qu'il dit à propos d'un bâtiment d'un monument qui était à construire sur la place de Reims. Il dit, et je pense que vous pouvez aussi utiliser aménagement du territoire à la place de l'architecture. L'architecture est un art borné, dit-on, oui, dans l'esprit des architectes, mais en lui-même, je n'en connais pas de plus étendu. Faites entrer dans son projet la considération du temps, du lieu, des peuples et de la destination, et l'on verra varier à l'infini la proportion des pleins, des vides, des formes, des ornements et de tout ce qui tient à l'art. 18e siècle. Ils sont en train de mettre en place la théorie du classicisme. Et Diderot nous dit la chose de base, la vérité. Il suffit de prendre en compte le contexte dans lequel on est, la société pour laquelle on travaille, le climat dans lequel on travaille, et d'un seul coup, tout devient différent. En fait, ce texte, je l'avais utilisé dans les années 80 quand j'écrivais mon premier livre sur un architecte qui s'appelle Étienne-Louis Boulet, un architecte de la Révolution française. Et en même temps que j'écrivais ce livre, je lisais d'autres philosophes ou architectes ou penseurs. Et j'ai trouvé chez eux exactement le même propos sur la question de la différence et de la spécificité. Que ce soit chez Paul Ricoeur, qui a écrit un magnifique livre, peut-être le livre de référence Histoire et Vérité, sur la question de la culture au moment où l'Europe se crée. Albert Jacquard, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, le généticien, et qui a écrit ce livre magnifique sur Éloge de la différence. Mais on le trouve aussi chez l'architecte allemand Johanna Friedman, ou juste à côté chez Michel Serres dans son livre Genèse. 81. Genèse et Michel Serres parlent déjà du développement durable. Et aussi, bien sûr, chez celui qui m'avait, à cette époque-là, invité à New York, qui est Kenneth Frampton, celui qui avait théorisé le régionalisme critique. Alors, on pourrait se demander pourquoi, finalement, une théorie qui semble héritée du XVIIIe siècle se met à avoir du sens aujourd'hui. Pourquoi cette pensée du particulier pourrait être autant intéressante. C'est qu'elle aide à comprendre pourquoi la théorie des modernes a échoué. Pourquoi le positionnement des modernes a échoué. Les modernes, en fait, ont confondu l'universalité et l'unité. Ils pensaient que ce qui valait pour l'un valait pour tous. Ils le pensaient en France, mais ils pensaient la même chose en Belgique et évidemment aussi ailleurs. Et c'est une erreur fondamentale parce que l'unité, ça n'est pas ce qui fait, c'est pas ce qui est universel entre nous.
Ce qui est universel, c'est exactement l'inverse. C'est ce que, d'une manière savante, on peut appeler l'idiosyncrasie, c'est-à-dire tout ce qui est particulier. Et bien sûr, pour illustrer le particulier, je ne pouvais que demander à Alvar Aalto de montrer son travail. Être à la fois de son époque et en même temps porter des valeurs qui sont les valeurs spécifiques à son lieu. Finalement, ce que montre le travail d'Aalto et d'autres, c'est que plus on est inscrit dans une culture, plus on touche à l'essentiel et plus on touche à l'universel. Pour y parvenir, il nous manque la culture. Et la culture est sans doute le liant vraiment oublié du développement durable, ce qui fait absolument le lien entre le social, l'économique et l'environnemental, et qui apporte aussi sa part. Le rôle de la culture est indispensable, notamment pour voir les différences. Et j'ai peut-être fait un grand détour, mais on ne peut pas parler d'équité si on ne sait pas voir les différences. Si on pense que tout le territoire du métropole est le même parce qu'il est métropolitain, et qu'on ne sait pas voir les différences et les endroits qui sont défavorisés, eh bien, on ne peut pas agir contre ces parties-là, enfin contre cet état-là des choses. La culture sert à regarder ce qui est spécifique. Par exemple, le contexte urbain n'est pas le contexte suburbain. C'est pas la même culture qui s'y déploie. Le contexte suburbain n'est pas le contexte rurbain. Ce n'est pas la même culture qui s'y déploie. Et le contexte rurbain n'est pas le contexte rural. Et ce que je vous dis ici se démultiplie quand je travaille chez moi en Bretagne. Ce que j'ai à faire n'a rien à voir avec ce que je fais quand je travaille du côté de Montpellier. Je suis un étranger à Montpellier. J'ai beau parler la même langue, je suis un étranger. Et l'enjeu, c'est fondamentalement qu'est-ce que la culture m'apporte et m'apprend de ces différences-là, qu'est-ce que ça me donne comme outil pour intervenir. Bon, tout ça était d'une certaine manière présent dans le rapport Brundtland. Je l'ai peut-être dit trop vite tout à l'heure, mais vous vous souvenez de cette phrase évoquée de Gro Harlem Brundtland au début, qui dit que deux concepts sont inhérents à la notion de développement durable. La notion de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des démunis, et aussi l'idée de limitation de l'état de notre technique et de notre organisation sociale, qui impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. État des techniques, état des organisations sociales, c'est typiquement une conséquence de la culture qui est à l'œuvre dans un lieu. Ou en tout cas, ça fait culture. Paul Ricoeur, que j'évoquais tout à l'heure, justement dans le livre qui s'intéressait sur quelle serait la place des cultures dans l'Europe qui naissait, puisque son livre Histoire et vérité date de 1954, Paul Ricoeur utilise une formule extrêmement simple et qui me semble être très utile au quotidien. Il dit que la culture, c'est une figure historique cohérente. Depuis que j'ai lu ça, je ne sais plus dire autrement quand je parle de culture. Et de fait, quand j'arrive quelque part, je cherche quelle est la figure historique cohérente à l'œuvre dans le lieu où je suis amené à travailler. Et cette figure historique cohérente, qui est évidemment à la fois patrimoine, mais histoire, c'est-à-dire elle est en train de se dialectiser, elle est en train de continuer à exister, cette figure historique cohérente doit être confrontée aux questions du futur. Nous vivons une époque où les questions du futur nous ont été posées, ou nous sont posées. On n'est pas, comme à l'époque des modernes, en train d'essayer d'inventer un avenir radieux, inconnu. Aujourd'hui, on sait quelles sont les questions que nous avons à résoudre. Et pour y arriver, il me semble que les aménageurs de l'établissement humain, que ce soit les maîtres d'ouvrage, que ce soit les maîtres d'œuvre,
pour y parvenir, doivent s'engager aux côtés de ce que Alvar Aalto appelait le petit homme, pour essayer d'agir dans son quotidien et avec lui, sur son quotidien. On ne construit chaque année que 1%, l'équivalent de 1% du parc bâti existant. Ce n'est donc pas avec ce 1%-là, dont une bonne partie n'est pas du tout éco-responsable, qu'on va atteindre le facteur 4, c'est-à-dire la réduction par 4 des émissions à effet de serre en 2050. C'est pas avec ça. Il reste les 99 autres pourcents. Aujourd'hui, le monde du bâtiment n'est pas prêt pour ça. Les entreprises préfèrent faire 100 logements neufs dans une ZAC plutôt que de réhabiliter 5 immeubles de 20 logements occupés. Le monde du bâtiment n'est pas organisé pour intervenir sur la ville existante. Les aides fiscales n'existent pas. Les règles de la copropriété ne sont pas non plus idéales pour ça. Donc, qu'est-ce que l'on peut engager finalement ? Eh bien, ce qu'on peut engager, c'est la société civile avec nous. Faire en sorte que tous nos projets libèrent la possibilité pour la société civile de faire l'investissement nécessaire pour une autre manière de vivre, pour un autre savoir-vivre le monde plus cohérent avec la situation dans laquelle nous sommes. Je vais arrêter dans très peu de temps ce monologue un peu théorique et je vais vous montrer des projets. Je vous préviens, comme ça vous ne sentirez pas que c'est trop long, mais on y arrive. Juste avant, je voudrais juste aborder ce dernier point, qui est l'interdépendance. Ce que porte le développement durable, c'est l'inverse du zonage, c'est l'inverse du zoning, c'est tout le monde ensemble, quoi. C'est l'économie, l'environnement, la culture et la mixité. Bon. On est dans une logique d'interdépendance et c'est la seule manière finalement aujourd'hui de réussir à s'en sortir. Ce qui positionne singulièrement la question de la mixité et bien sûr la question de l'équité. Parce que l'équité, c'est pas juste l'équité là maintenant. C'est aussi l'équité dans le temps. D'une certaine manière, des territoires comme les vôtres qui ont hérité d'un sous-sol qui parfois peut être problématique. C'est pas juste ce que l'on voit, c'est aussi des situations complexes, parfois pour aménager. Vous savez que l'héritage intergénérationnel est complexe. C'est évidemment l'interdépendance entre le social, l'environnemental et l'économique, et évidemment l'interdépendance spatiale. Celle sur laquelle je me sens plus pertinent, puisque c'est mon métier finalement, la question spatiale. Et pour illustrer ces questions d'interdépendance, je vais vous montrer maintenant 2 projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'ambition de Georges Frêche d'une métropole entre Montpellier et Nîmes. Montpellier est là, Nîmes est ici. L'autoroute se trouve entre les deux. J'ai travaillé pour la ville de Montpellier, mais sans doute que Bernard Dossetti vous en a parlé, puisqu'il m'a battu, mais on n'a pas eu la même approche. Et je pense que mon approche, on peut encore en parler malgré ça. On a été interrogé par la ville de Montpellier sur sa capacité à intégrer la population qu'elle devait accueillir pour l'horizon 2040-2060. Justement pour des raisons d'interdépendance entre la métropole Montpellier et son territoire, nous sommes attachés à montrer que dans la ville de Montpellier, il y avait suffisamment de creux, il y avait une ville suffisamment en creux pour que le simple déploiement à l'intérieur, une sorte de crue intérieure de Montpellier suffisait à accepter la totalité de la population attendue
sans avoir à s'étendre davantage. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est la partie patrimoniale, dense, il n'y a rien à faire, elle est magnifique, elle est superbe. Et ce que vous voyez ici en périphérie, c'est le mur Montpellier, Montpellier, murant, mais c'est tous les actes tout autour. Et alors, les actes viennent faire une sorte de mur qui vient terminer Montpellier et qui fait la démarcation entre la ville, puisqu'il s'agit bien de la ville et pas de la métropole ici, et les communes alentours. La possibilité de travailler à l'intérieur de la ville ne veut pas dire se fermer, ne veut pas dire se tenir à l'intérieur de cette dimension-là, mais simplement d'autoriser que finalement toutes les porosités, et notamment les porosités naturelles, puissent s'y développer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas cette carte-là montrait à quel point la ville possédait cette capacité à être traversée. Et ici vous avez 3 schémas qui correspondent de ce côté-ci à l'état des tissus montpelliérains et ici les propositions. Dans cette ville, la part agricole, l'histoire agricole de la ville avait maintenu des secteurs qui étaient des secteurs encore de grande dimension et qui n'étaient pas traversés. Du coup, on retrouve en fait beaucoup de cul-de-sac. On utilise un petit outil, nous, quand on ne réussit pas à tout voir, on prend Google Street et on essaie d'aller partout avec Google Street. Et quand Google Street ne va nulle part, c'est que c'est un sens interdit. Et on a refait tout Montpellier avec Google Street comme ça, et on l'a vérifié après. On a vu que finalement, ça manquait simplement de faire du lien. Et là où il n'y avait pas de lien, il y avait de très grandes parcelles, qui étaient les restes d'exploitation agricole. Je vous parle juste de Montpellier, là, je ne vous parle pas d'une manière de faire, mais juste du cas de Montpellier. Et donc, sur cette base-là, on a fait des propositions sur des continuités qui semblaient intéressantes, possibles à créer, de telle manière, finalement, d'ouvrir, de faire ce que j'appelais tout à l'heure la crue intérieure, pour, finalement, ouvrir les vides qui ne demandaient qu'à être ouverts. Ça demande de changer de culture du projet. C'est-à-dire que les AC, on va dire, c'est la culture du projet urbain, et là, c'est la culture de l'urbanisme de négociation. C'est autre chose. C'est pas les mêmes acteurs. Ça se fait pas de la même façon. Et en tout cas, avec ce dispositif-là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a montré que finalement, la ville possédait en son sein son propre avenir. Et un avenir qui surtout, interdépendance oblige, préservait les territoires tout autour d'elle, jusqu'en 2060, ce qui est déjà pas rien quand même. On ne sait pas ce qui se passera en 2060. Enfin, si on en croit le Club de Rome, c'est le moment clé. Et donc voilà comment finalement on vient intervenir dans les différents secteurs, les compléter. Finalement, la plupart du temps, tous les corps vivants sont incomplets et on peut venir comme ça, simplement, y ajouter des éléments qui acceptent une vie supplémentaire. Donc ce travail-là, on l'a fait. Bon, c'est pas sexy pour les élus, hein. Parce que du coup, et la croissance, où est-ce que vous mettez la croissance, quoi? La crue intérieure, moi je trouve que c'est un très beau mot, mais c'est pas vendeur, quoi. En tout cas, c'est possible. Et à mon avis, du point de vue de l'équité territoriale, c'est une assez bonne manière de rentrer dans la discussion avec les autres. Notamment avec les gens de l'UNEL. Vous vous souvenez qu'entre Nîmes et Montpellier, il y avait un petit fanion rouge, il y avait écrit Saint-Christol. Saint-Christol, c'est le pays de l'UNEL. Ils font du vin depuis les Romains. Ce sont des paysans. Le village de Saint-Christol, c'est 1600 habitants. Ils ont lancé un projet qui est un pôle œnotouristique pour valoriser le vin fait sur l'ensemble du pays de l'UNEL. Georges Frêche, à l'époque, a refusé de financer ce projet-là au titre de la région. Il préférait une zone d'activité au bord de l'autoroute, dans la logique Nîmes-Montpellier. Quand
Alors, le Pays de Lunel a lancé ce concours. Là, je vais vous parler d'architecture. Je vais descendre d'un cran, mais c'est pas descendre vraiment d'un cran. On va dire dans les échelles, mais dans le propos territorial, on est toujours à la même échelle. Les élus de la communauté de communes du Pays de Lunel avaient obtenu un pôle d'excellence rurale pour leur pays. Et dans ce cadre-là, ils ont eu cette idée d'inscrire finalement leur petit pays, non plus seulement dans la métropole, mais dans l'histoire mondiale du vin et du tourisme lié au vin. Ils ont lancé ce concours. Ils s'attendaient sans doute à un bâtiment, un peu comme ce que font Calatrava ou Guéry dans le nord de l'Espagne, pour Marquès de Riscal et pour tous ces magnifiques vins espagnols. Et on a fait exactement l'inverse. Justement, on est allé chercher leur culture, on est allé chercher tout ce qui n'était pas seulement ce qui est vu. Alors ce qui est vu, vous l'avez là, c'est le patrimoine bâti. On est allé chercher le paysage, on est allé chercher du patrimoine immatériel. Ce n'est pas la corrida, hein, c'est la course camarguaise, le taureau qui est le héros, c'est pas le toréador. Ici, on ne tue pas la bête. Et puis, on a découvert qu'il y avait d'autres choses sur ce territoire. Bien sûr, la vigne, avec ses vignerons, mais aussi le cinéma. Les très beaux films, les premiers films d'ethnographie française viennent de ce territoire-là. Et du coup, encore aujourd'hui, il y a des festivals de cinéma méditerranéen. Les gens que vous voyez ici, ce sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Hein. Ce sont les mêmes familles, finalement. Cette terre-là, elle existe, elle est absolument enracinée dans une histoire, mais qu'ils ne réussissaient plus vraiment à voir. Ils avaient envie qu'elle existe, d'où ce programme, et ils voulaient un monument, finalement, pour exister. Plutôt qu'un monument, dans ce village de Saint-Christol, où vous avez ici la coopérative viticole, il n'y a quand même pas plus grand qu'une coopérative viticole. S'il y a un monument, c'est celui-là. Ils nous ont proposé ce terrain, et pour ce terrain, on a décidé de faire 7 bâtiments dont aucun n'est plus grand, que les bâtiments du village. Une petite seconde. Excusez-moi. Donc on a juste prolongé le village. On a prolongé l'échelle, on a prolongé une architecture, mais d'aujourd'hui. Entièrement en pierre, en terre, en bois, zéro énergie, en ventilation naturelle, à peu près ce qu'on peut faire de plus abouti en matière d'éco-construction et de performance énergétique. Et on a créé ça autour d'espaces qui sont les leurs, qui renvoient à une disposition rurale que l'on ne pourrait même pas faire à Montpellier à côté. Impossible de retrouver ce type de disposition de bâtiment dans un contexte comme le contexte montpelliérain. On a repris des dimensions qui sont aussi, celles du paysage agricole, la dimension des palox qui servent ici à récupérer les pommes est devenue celle des bardages. On a utilisé les pierres de la carrière qui vient d'à côté, 5 km. Ici, les pierres qui viennent d'un peu plus loin, 10 km. Du bois qui vient des Cévennes. Et la seule chose que l'on a négociée avec les élus, c'est la tôle ondulée. Et on leur a dit que pour nous, la tôle ondulée, c'était l'intelligence du paysan. Le matériau le moins cher et le plus efficace et qui porte le mieux. On a mis du rouge, puisque ça fait évidemment référence à leur course camarguaise. La matière, c'est évidemment les gens, comme on l'a vu avant. La parole des gens, c'est la matière de l'architecture. Cette matière-là est aussi importante. L'air qui passe dans le sol de ce puits canadien, la ventilation naturelle sont aussi des matières de l'architecture. Ça vous fabrique une couleur, une lumière qui est du sud. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ils voulaient un grand bâtiment autour d'un patio. On leur a fait un patio. Et les bâtiments autour, mais pas autour du patio. Les matières sont là. Les références à l'histoire existante sont évidemment présentes. À la fois les glacières, à la fois les capitelles où les bergers se reposaient. Et aujourd'hui, ce projet est devenu
grâce à l'intelligence des élus qui en ont fait un programme qui mixe à la fois la partie culturelle, donc du bâtiment public et de l'activité économique. Ici un restaurant, un peu plus loin ici une salle de conférence et ici un caveau où on peut acheter du vin. L'ensemble de ce site est absolument approprié et reconnu leur par eux. Finalement, l'enjeu ici, c'est de répondre à ce que j'évoquais tout à l'heure, faire en sorte que la société civile soit engagée dans la question posée et qu'ils aient la possibilité de s'approprier ce qui leur est donné. Voilà quelques images supplémentaires, bien sûr de la réinsertion sociale, enfin voilà, et de l'architecture au bout du compte. Finalement, qu'est-ce que montre cet exemple-là? Mais on pourrait en donner d'autres. C'est une certaine, un certain orgueil des villes qui ne réalisent pas à quel point elles sont faibles. L'approvisionnement des villes, c'est entre 2 à 4 jours. Il n'y a plus de réserve. Et d'ailleurs, dans toutes les théories guerrières aujourd'hui, c'est pas compliqué. Hein. Si vous voulez faire en sorte qu'une société, un pays baisse les bras, vous coupez l'énergie et l'eau dans une ville et vous faites en sorte que cette ville devienne plus bas que sa situation au Moyen-Âge. Je le dis simplement pour mettre en avant cette relation d'équité réciproque. Bien sûr, les métropoles, les villes importantes ont un devoir vis-à-vis des communes qui sont tout autour. C'est ce que je montrais avec la possibilité de développer Montpellier par l'intérieur et de ne pas le développer sur l'extérieur. Et de manière réciproque, les territoires alentours font vivre ces villes qui n'ont quasiment plus de main-d'œuvre, leur main-d'œuvre habite à l'extérieur, qui n'ont plus d'énergie, qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus de production agricole, etc. Donc cette équité, il est important de l'avoir absolument des deux côtés. D'où l'importance, peut-être, me semble-t-il, tout de suite de ne pas attendre à réfléchir sur un projet qui concerne les villes, et pas seulement en termes de paysage et de tourisme et de loisirs, mais en termes de production. Et c'est une bonne manière de poser la question urbaine que de s'interroger sur la qualité des villes alentours. Et je terminerai par un petit projet où je vous donnerai les chiffres qui montrent à quel point ça a de l'importance. Bon, je vais aller plus vite sur ces projets qui viennent. J'en suis à 52 minutes. Comme Bernardo Secchi, on a travaillé pendant 3 ans sur le Val de la Durance. Voilà, entre Briançon, les Alpes et le Rhône. Quand on voit ça, ici vous avez un endroit absolument pas équitable. Hein. Le grenier de la France est là. Enfin, la richesse de la France est là. Il y a du soleil en permanence, il y a du vent en permanence, il y a de l'eau en permanence. L'agriculture est forte. Enfin, c'est un bijou, quoi. Sauf que vous regardez ça et quelque part par ici, vous avez Aix-en-Provence. Marseille. Aix-en-Provence, tout le secteur de Fos et d'Aix-en-Provence produit beaucoup d'emplois, mais ne construit pas un logement. Du coup, tous les gens qui viennent travailler sur Aix remontent dans le Val de la Durance et petit à petit, finalement, viennent bâtir un endroit absolument magnifique. Et je vous montrerai quelques images. Le Val de la Durance est extrêmement généreux. Le jour où l'eau est arrivée à Marseille, ça a été une fête qui a duré des semaines. L'eau arrive là, ici, dans ce château. Mais pour arriver là, il faut ça. Il faut détruire le paysage en amont. Ce que vous avez là, c'est l'autoroute de l'eau. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un canal tout en haut. Hein, et l'EDF, très sympa, bien sûr, mais du désherbant chimique sur tous les bords de ce canal, sur des kilomètres, parce qu'il ne manquerait plus qu'il y ait des arbres qui poussent sur ce canal. Donc voilà, pour quelques-uns, et on revient à la question de la statistique d'avant, combien, quel pourcentage finalement, est-ce que c'est vraiment eux qui sont plus nombreux que les autres? Pour cela,
on vient détruire tout un paysage absolument magnifique. Du coup, la transformation et la puissance des transformations est à l'œuvre. Je n'ai jamais compris pourquoi Cadarache est à l'endroit où la France a le plus tremblé. Le plus grand tremblement de terre de France a eu lieu à cet endroit-là. Du coup, on ne fait pas que Cadarache, hein. On nous rajoute les réacteurs de nouvelle génération. L'agriculture est là, absolument, elle, magique, avec un très beau travail sur la question de l'eau. En même temps, c'est partout et nulle part. Ça finit par être n'importe quoi. Et ici, vous avez un des exemples de l'horreur qui est en train de se produire. On est dans une ville qui s'appelle Les Mets, quelque part entre Sisteron et Gap. Et vous avez ici ce qu'on appelle les pèlerins, qui sont des roches absolument magnifiques, comme ça, toutes droites. Et la commune de Les Mets s'étend horizontalement ici. Elle n'était pas là avant. Elle n'a jamais été là avant. Et cet endroit sublimissime devient simplement le fond d'horizon d'un lotissement. Face à tout ça, et parce qu'on s'est dit qu'après tout, le local, c'est être têtu, et que d'ailleurs souvent les choses finissent par se résoudre dans le local, et que quand on fait un petit pas de côté, on n'est pas juste têtu, on est magnifiquement beau, on a proposé de faire autre chose que ce qu'ils avaient imaginé. On a commencé par le fond de vallée. Finalement, le fond de vallée, aujourd'hui, qui se construit petit à petit, la région PACA voulait y mettre un tram-train. Le tram-train, c'est typiquement un outil de développement urbain. À chaque arrêt du tram-train, vous faites de la ville. Et nous, on ne voulait pas ça. Mettre ça au fond de la vallée de la Durance, ça veut dire urbaniser toute la Durance. Or, dans la Durance, l'importance des risques naturels est considérable. Bon, d'une part, elle est magnifique, cette vallée, elle est belle. La qualité de la nature, là, est belle, mais les risques entre les incendies, les inondations, les éboulements de terrain, les pollutions liées à l'atome et à l'industrie chimique font que développer cette partie-là n'a pas du tout de sens. Donc on a proposé de ne pas faire un tram-train, mais de maintenir bien sûr du lien ferré, indispensable, et de s'arrêter dans les endroits qui sont déjà urbanisés. Bon, je ne rentrerai pas dans ces détails, mais on a travaillé sur un séquençage dans la profondeur avec de vraies coupures, de telle manière que l'on ait les continuités qui s'opèrent. Et on a fait, alors je sais que c'est un peu compliqué, j'en suis désolé, mais cette diapo, je ne réussis pas à la faire mieux. Voilà. Ici, vous avez le Val de la Durance, et vous voyez ces petits points rouges, c'est ce qu'il faudrait pour installer l'ensemble de la population qui était attendue. Si on suivait même un processus Grenelle. Et nous, on a proposé de faire autre chose, de faire ce qui est là, c'est-à-dire de travailler sur le diffus. Quand on regarde les cartes de Cassini, ce territoire était avec beaucoup de hameaux et de villages partout. On a perdu en grande partie ça. Pourquoi ? Voilà. Le modernisme est passé par là. Mais qui va entretenir les territoires ? Aujourd'hui, si on vide ces territoires en construisant absolument la partie basse de la vallée. Donc on a réorganisé l'ensemble du territoire sur la possibilité de développer les hameaux, ce qui est contraire, on va dire, à l'urbanisme à la Grenelle aujourd'hui, mais qui a du sens par rapport à ce type de territoire-là. Et ensuite, on a proposé 6 principes de travail qui permettent de faire ça. Le premier, c'est l'écotone. L'écotone, en écologie, c'est ce qui fait du lien. C'est ce qui est la partie qui fait le passage. La Durance est un écotone entre tellement de pays d'Europe. Que cette thématique-là se rejoue aussi au niveau local entre la partie urbaine, l'eau et la partie naturelle. Donc on commence par travailler sur cette relation-là, sur la frange. Pas sur le cœur, mais sur la frange. Puis on ajoute une ambition d'économie, mais différente. Une économie qu'on appelle plus symbiotique, qui fonctionne avec son territoire. À cette économie, on ajoute l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, avec cette notion d'archipel habité.
Et c'est ce que je disais aussi au début, c'est est-ce que c'est la métropole qui se diffuse ou est-ce que l'on pollinise le territoire? À cela, et pour que ça fonctionne, on maintient une agriculture qui était en train de péricliter compte tenu de l'envahissement qui était fait par les lotissements au fond de la vallée. On pérennise une agriculture, on fait une agriculture plus locale, plus engagée dans un système agronaturel, on va dire. Et on vient ajouter tout un travail sur la mobilité. À la fois, bien sûr, la mobilité dans le sens de la vallée, les mobilités dans les sens transversales à la vallée, l'absence de mobilité, ou la mobilité inversée, quand et comment les choses viennent vers les gens, etc., etc. Et le 6e principe, c'est celui de l'eau structurante, qui ici était tellement forte qu'on pouvait continuer à l'utiliser. On a eu des discussions magiques avec les vendeurs d'eau qui voulaient absolument que l'eau soit dans les tuyaux, puisqu'ils disaient, nous, on vend de l'eau et on n'en perd pas, puisqu'elle est dans les tuyaux. On leur a dit, oui, mais le problème, c'est que les canaux historiques, c'est vraiment bien qu'ils perdent de l'eau. Parce que du coup, la nappe phréatique, elle est remplie et on peut continuer à faire de l'agriculture à Cavaillon. Ces logiques, finalement, de regard sur le territoire et sur l'environnement sont des logiques qui doivent rentrer à tous les niveaux, finalement, de prise de décision. Et, parce qu'on a bien compris qu'il y avait des enjeux énormes, évidemment, autour de l'eau et de ce territoire, et qu'il y avait des enjeux d'équité, de complémentarité entre l'adurance du haut et l'adurance du bas, entre ceux qui ont besoin de l'eau pour les canons à neige et ceux qui ont besoin de l'eau pour les melons. On a proposé un autre type de gouvernance, qui nous semblait là aussi plus équitable. On a proposé une gouvernance, c'est-à-dire un Sénat pour l'eau, un Sénat au sens de ce qui se fait dans les pays scandinaves, tiers d'élus, tiers de spécialistes et tiers de la société civile. Il ne s'est rien fait. Bon, je vais passer ce projet-là, puis tout à l'heure, si vous voulez, on en parlera dans la discussion, mais je vais passer sur ce projet-ci. L'objet de ce projet-là, c'était... je vais juste vous montrer cette image. Je travaille depuis 1996 dans une des communes de Rennes Métropole, qui s'appelle Passé. Et on est dans la logique métropolitaine de Rennes. Et on a choisi de faire une proposition qui soit différente de ce qu'on attendait finalement, de ce que la métropole et le squat attendaient. L'idée est que si on veut qu'une métropole soit riche, il est important que chacune des propositions faites par ces villes et ces communes soit riche, aboutie. Et donc là, on a gardé cette notion de ville verte, qui était celle de Passé depuis longtemps. On a construit du R+5 dans une commune où il n'y avait que du lotissement. Et on a mis le R+5 devant les espaces inondables, qui continuent à être entretenus par les vaches. Puisque ces espaces inondables seront toujours inondables, ça nous gère un très gros problème d'inondation que l'on avait depuis longtemps. Mais voilà, c'est encore cette idée de la différence qui est utile finalement dans le sens de l'équité réciproque. Qu'est-ce que peut apporter la petite partie et qu'est-ce que la grande partie apporte? Je ne vous parlerai pas du fort d'Aubervilliers qui est là pour le coup dans une métropole parisienne, si ce n'est pour vous dire ça, que ici on travaille avec un groupe de citoyens témoins qui apporte énormément d'éléments aux prises de décision. Mais voilà, je vais terminer sur celui-ci, juste 5-6 diapos. Val-de-Reuil, c'est la dernière ville nouvelle française, qui est tout près de Rouen. Val-de-Reuil a été une catastrophe, qui n'est pas liée au manque de talent de ses architectes et urbanistes, puisque c'était l'atelier de Montrouge, c'était les Riboulet et autres, donc des gens de grande qualité. La ville a été construite au mauvais moment, elle n'a jamais atteint la population qu'elle devait atteindre, son mode de construction en béton préfabriqué n'a pas aidé, c'est une ville sur dalle. Et depuis quelque temps, depuis 2 mandats, et j'espère pour ce 3e mandat, un élu est arrivé qui est Marc-Antoine Jamet, qui est un élu socialiste, mais qui a une double casquette, c'est aussi le secrétaire général d'LVMH. Et du coup, il a fait cette chose qui était indispensable à Val-de-Reuil, il a réintroduit de l'économie dans la commune.
Ce qui fait que tout le patrimoine qui partait, le fait que les gens ne pouvaient pas quitter leur maison puisqu'elle coûtait moins cher que quand ils les avaient achetées. Enfin, c'était une espèce d'horreur sociale. Il a réintroduit de l'économie et du coup, tout le monde revient, y compris les bailleurs sociaux qui ne voulaient plus être à cet endroit-là. Donc ici, il y a un bailleur social qui s'appelle Siloge qui lance une consultation pour 100 logements BVC et un peu d'horticulture. On a répondu en s'inspirant finalement de ce hameau-là, qui est le hameau historique, qui est le hameau de Léry, mais on voit que la structure générale de la ville nouvelle a repris aussi le hameau de Léry. On est là avec le vent du nord qui est dans la vallée de la Seine, on est tourné vers le sud, et vous voyez, eux se sont mis à une distance intelligente par rapport à l'heure, à l'inverse de ces couillons qui se sont mis exactement là où il ne faut pas, avec leur lotissement. Donc nous, on s'installe là, on reprend ce type de géométrie, et on propose en fait 100 logements zéro énergie. Tout ça c'est du social, mais c'est pas ça qui est le plus important. Toute la partie inondable, on la gère, on fait rentrer l'eau. J'ai toujours pensé que l'eau c'est de la biodiversité, donc il faut jamais lui dire tu restes dehors, tu viens et avec toi on va vivre. Et au contraire on va mieux vivre. Et dans ce secteur-là, on fait appel à l'horticulteur qui est de l'autre côté des rives de l'Eure, qui fait de la réinsertion sociale et de l'horticulture bio. On lui dit, on peut vous donner quelques hectares de plus, est-ce que vous êtes intéressé ? Ça lui plaît beaucoup. Il a plein de demandes de gens qui veulent apprendre un nouveau métier, et l'horticulture bio, c'est quand même un métier positif, on va dire. Et donc, on l'installe ici. Et il rentre dans l'équipe de conception. Il nous dit, mais moi, je fais du bio. Donc, vos jardins familiaux, là, c'est bien, mais il faut qu'ils soient bio. Donc, je m'occupe des jardins familiaux qui sont là. On dit, merci beaucoup, on va vous faire une maison des jardiniers ici, donc on installe la maison des jardiniers, et comme ça, on vous prêterait le matériel, enfin vous serez présent. Il dit, oui, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir le compost de l'ensemble de ce secteur. Donc, on dit, pas de souci, on lui fait son petit local pour son âne et son cheval, qui vont lui servir à faire son horticulture ici, il récupère l'ensemble du compost là. Puis, comme il nous aide aussi à gérer une mare pédagogique là, puisqu'il y a une école qui est ici, on lui dit, écoutez, on peut vous proposer une boutique. Voilà, la rue qui est ici, c'est celle qui mène au centre, on propose une boutique, vous pourrez vendre vos produits. À côté de cette boutique, nous on rajoute une blanchisserie coopérative, parce qu'on a des logements de réinsertion sociale, et que les gens qui sont en réinsertion sociale n'ont pas toujours la possibilité finalement d'accéder à une blanchisserie. Ça devient une halle, et on continue à réfléchir avec les coopératives locales, et on décide de faire une crèche ici. La municipalité finira par dire cette crèche m'intéresse, et aujourd'hui c'est la municipalité qui le fait. Donc en fait, ici, on se retrouve dans une façon de faire fonctionner le territoire avec le projet, une manière de faire de la médiation sociale d'une autre façon, c'est en intégrant non pas simplement le discours de ceux qui peuvent avoir des envies sur le projet, mais ceux qui vont agir dans le projet. Mais c'est aujourd'hui un des projets les plus aboutis pour nous en termes à la fois d'urbanisme et d'architecture éco-responsable. On a absolument tout réussi à mettre en place. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est du côté du parc. Et je vais m'arrêter sur ça. Comme dans nos projets, on calcule son empreinte écologique. C'est-à-dire qu'on essaie de savoir si nos projets sont compatibles avec ce que la France peut accepter. Et l'empreinte écologique, aujourd'hui, moyenne en France, c'est ça. Donc, pour la nourriture, 1,6 équivalent hectare par personne. Hein. Pour le transport, 0,8. Pour le logement, 1. Et pour l'accès aux biens et services, 1,8. Ça veut dire qu'on peut bien faire notre boulot, nous, faire les bons plans urbains pour qu'on utilise peu sa voiture, faire des logements zéro énergie. Si l'Europe, ou si dans nos projets d'aménagement urbain ou d'aménagement de territoire, on ne fait rien pour l'alimentation et l'agriculture, on n'y arrivera jamais. Vendredi dernier, on a signé tous les marchés. Entre le moment où on l'a gagné et la signature des marchés, il s'est passé 4 ans.
de négociation avec l'entreprise, parce que c'est un marché conception-construction. Et on y est arrivé. Donc dans 2 ans, il est habité, il est visitable, tout est en place. Et c'était la grande joie de la fin de la semaine dernière.